Bien, bonsoir à toutes et tous. Voilà, Oui, merci. Bienvenue dans ce nouveau conseil de quartier, puisque, comme vous le savez sans doute, nous avons opéré un renouvellement à mi-mandat de tous les conseils de quartier du 15e, des 10 conseils de quartier, le 17 octobre dernier, afin de permettre à un plus grand nombre de citoyens de participer à ce bel exercice de démocratie directe et participative. Donc les conseils de quartier siègent pour la moitié d'un mandat, c'est-à-dire 3 ans. J'en profite pour évidemment féliciter les prédécesseurs des conseillers de quartier d'aujourd'hui, et puis bien sûr saluer les nouveaux et surtout bien sûr la présidente, Fanny Rusticconi, qui vient d'être élue. Alors elle a été élue par le conseil de quartier, les présidents étant élus par le conseil de quartier. J'ai souhaité aussi, à la fin du mandat dernier, que, à la place de mes adjoints, ce soit, dont Jean-Philippe Pierre, qui est l'adjoint de ce quartier, que ce soit des habitants du collège habitant qui président le conseil de quartier, de façon à avoir encore plus d'autonomie. Donc ceux qui ont été renouvelés, c'est 2 des 4 collèges composant les conseils de quartier, collège habitant, collège association. Puisque les 2 autres collèges sont le collège des personnalités qualifiées que je désigne, des personnalités du quartier ou des représentatives ou chefs d'établissement, etc. Et puis les élus qui sont, eux, désignés à la proportionnelle des groupes du conseil d'arrondissement, de façon à avoir une formation pluraliste. Alors, c'est vrai que nous avons eu beaucoup de candidats, puisque nous avions lancé un appel à candidature le 5 juillet pour une élection le 17 octobre. Et nous avons reçu les candidatures de plus de 600 habitants, 620 exactement, et plus de 50 associations, ce qui témoigne d'un intérêt, c'est vrai, indéniable pour les conseils de quartier. Je rappelle que ces conseils sont donc composés de 24 membres titulaires, 12 habitants titulaires auxquels s'ajoutent 12 suppléants, 4 représentants d'associations, 4 personnalités qualifiées et 4 élus, qui s'engagent donc tous pour 3 ans au service de la vie locale. Et donc, je le dis aux nouveaux conseillers de quartier, votre objectif, comme le nôtre bien sûr, c'est de contribuer à l'amélioration de la vie des habitants dans votre quartier, grâce aussi aux différents moyens mis à votre disposition. Le conseil se réunit 3 fois dans l'année en réunion publique, plénière, séance plénière comme celle-ci, ouverte à tous, avec pour objectif surtout de permettre le dialogue. L'intérêt de ces séances plénières, c'est bien sûr que les conseillers de quartier puissent débattre entre eux, et ils sont prioritaires dans les prises de parole, mais qu'il y ait aussi un échange, bien sûr, fructueux, important avec les habitants qui se déplacent pour participer à ces réunions. Et puis, bien sûr, il y a des réunions multiples auxquelles participent les conseils de quartier ou des marches exploratoires avec les services municipaux, les acteurs locaux, les aménageurs, etc., etc. D'ailleurs, en amont de cette réunion, les conseillers de quartier se réunissent pour déterminer leur ordre du jour. J'ai souhaité qu'ils déterminent eux-mêmes leur ordre du jour, même s'ils siègent en délégation du maire du 15e, si je peux dire. Ils sont maîtres de leur ordre du jour, ils ont leur président, donc de façon à essayer de les autonomiser le plus possible. C'est important que les conseils de quartier soient maîtres de l'ordre du jour, même si nous introduisons bien sûr un certain nombre de suggestions, puisque nous savons, nous, aménageurs, quels sont les projets qui sont proposés dans tel ou tel quartier. Que vous dire de plus? Oui, si, un mot aussi sur les budgets participatifs. C'est quelque chose d'assez complémentaire, très important au niveau de la démocratie participative, mais aussi pour les conseils de quartier. Comme vous le savez, depuis un certain nombre d'années, la mairie de Paris a mis en place un budget participatif, c'est-à-dire qu'il y a une fraction du budget de la ville de Paris et des mairies d'arrondissement qui est prélevée en quelque sorte pour être mis à la disposition des habitants qui choisissent avec ces budgets les projets qu'ils souhaitent voir mettre en œuvre au niveau parisien et au niveau local. Au niveau local, c'est pas moins quand même de 6,5 millions d'euros qui sont dans ce budget participatif d'arrondissement du 15e.
Et vous connaissez la procédure, sûrement depuis le temps maintenant, elle est bien connue. Au mois de février, il y a une période d'idéation, c'est-à-dire que c'est la période où les habitants proposent des projets qu'ils envoient à la mairie, quels qu'ils soient. Ce sont des projets d'investissement, pas de fonctionnement. Voilà. Après, je réunis une commission, enfin que je préside, de façon à sélectionner les projets dont la faisabilité est avérée, parce que beaucoup ne sont pas praticables, ne serait-ce que pour des raisons juridiques, techniques, budgétaires ou je ne sais quoi. Et ensuite, les projets qui ont été sélectionnés par cette commission, qui est publique d'ailleurs, et en présence de tous les services techniques de la mairie de Paris, enfin, un service déconcentré, eh bien, sont proposés au vote des habitants au mois d'octobre. Et là, c'est évidemment les projets qui ont eu le plus de voix qui l'emportent et qui sont ensuite proposés à la réalisation par les services techniques dans le cadre de l'enveloppe de 6,5 millions qui nous est allouée. Alors, pour ce qui concerne les conseils de quartier, ils ont un budget plus modeste. Ils ont un budget de fonctionnement, si je peux dire, enfin, disons, d'animation et d'investissement. Leur budget d'animation est de 3 306 €. Vous voyez, on redescend quand même, là, on redescend sur Terre, quoi. Donc 3 306. Et un budget d'investissement de 8 264 € par an, tout en sachant que, dans une immense générosité de ma part, je complète les budgets s'il est nécessaire de les compléter par rapport aux projets qui sont présentés par les conseils de quartier. Parce qu'il y a des projets que vous pouvez présenter en budget participatif, dans l'enveloppe des 6,5 millions, mais bien sûr, il y a les projets que vous pouvez, même que vous devez proposer dans l'enveloppe budgétaire d'investissement du conseil de quartier de 8 264 €. Et ce que je vous conseille, c'est de le faire très vite, parce que vous verrez que le temps administratif est un temps long, un temps très long, un temps très, 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 très long. Et que donc ce qui est proposé au début d'une mandature, parfois n'est pas réalisé à la fin de la mandature, pour des raisons de toutes sortes d'ailleurs. Et ça, c'est un vrai sujet quand même à Paris. En tout cas, voilà, ce serait dommage de perdre ces budgets qui normalement ne sont pas reconductibles d'année en année. Alors bon, la direction des finances de la ville de Paris accepte que, bon, d'une année sur l'autre, on puisse cumuler deux budgets d'investissement pour monter à 2 fois 8 000 par exemple. Mais bon, il ne faut pas trop tirer sur la corde. Et donc essayer de consommer ces budgets dans l'année. D'ailleurs, ça permet des petits travaux d'entretien, de voirie ou des petits aménagements d'espaces verts dans les quartiers, plantation d'arbres ou je ne sais quoi, création de zones de stationnement pour vélos, l'installation de jardinières, de ralentisseurs. Enfin, vous voyez, c'est des petits travaux locaux qui, s'ils figurent sur le budget de la ville, ne seront pas réalisés avant 10 ans, quoi, si ça ne figure pas dans les projets prioritaires. Donc ça permet de prioriser des demandes qui émanent des habitants, sur un montant assez faible. Voilà ce que je voulais vous dire assez rapidement, avec une dernière information réservée au conseil de quartier. Alors, bon, vous pouvez ne pas vous boucher les oreilles dans le public, mais l'information, c'est que à chaque renouvellement de conseil de quartier, je souhaite organiser une réunion de formation des conseillers de quartier, parce que même si vous ne saurez pas tout ce que vous voulez savoir sur le fonctionnement de la ville et des mairies d'arrondissement, parce qu'il faudrait quand même plusieurs jours et plusieurs nuits pour approfondir, néanmoins, je pense qu'il est important pour les conseillers de quartier de savoir quelques éléments de base sur la façon dont fonctionnent les mairies d'arrondissement, la mairie de Paris, etc., dans un ensemble assez considérable, qui est celui de la gestion municipale parisienne. Et donc, le rendez-vous est fixé au mardi 19 décembre, à 19h en mairie. Donc mardi 19 décembre à 19h en mairie, et c'est ma directrice générale des services qui assure cette formation qui durera 2 heures à peu près, quoi, pour vous aider à mieux vous permettre d'évoluer dans les milieux administratifs parisiens assez complexes. Voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est un certain nombre d'informations. Installer ce conseil de quartier. Alors, c'est la première et dernière fois que je le préside en début de mandature, puisque vous avez une présidente qui a été élue, à qui je vais passer la parole. Mais il me revient d'installer les conseils de quartier dans chacun de nos 10 conseils de quartier. Et puis ensuite, de venir, moi je viendrai
de temps en temps dans les conseils de quartier. Je viens parce qu'il y a 10 conseils de quartier tous les 3 mois. Et je pense qu'il est bon aussi que les conseils de quartier délibèrent sans la présence du maire, mais que lorsqu'il y a des projets importants, et c'est vrai qu'il y en a assez peu dans ce secteur, encore que, il y en a quand même quelques-uns, on va le voir dans un instant d'ailleurs, je puisse être là pour écouter vos observations, vos critiques, vos propositions, et puis que vous sachiez de façon très approfondie et transparente ce qui se passe dans le cadre de votre conseil de quartier. Voilà, maintenant, je passe définitivement la parole à la présidente qui va animer ce conseil de quartier. Bah, vous avez le micro. Vous me rendez le micro parce que je serais tenté de l'utiliser, de le garder. Merci, Monsieur le maire, pour toutes ces informations qui nous sont très importantes et très précieuses. Je vous remercie. On va faire un tour de table d'abord. Donc, je dis bonsoir à tout le monde. De façon à se présenter, je vais demander donc à tous les titulaires de se présenter d'une façon très succincte, c'est-à-dire nom, prénom, un petit peu le lieu de au niveau du quartier, et pour certains, effectivement, leurs particularités, s'ils font partie d'associations très précises. Je me présente, je suis donc Fanny Rusticoni, j'ai été donc tirée au sort comme titulaire comme tous nous autres, et j'ai été élue comme présidente pour ce quartier. Voilà, donc je suis la nouvelle présidente, et je me situe au niveau Abbé-Gault, Le Courbe. Voilà, et je suis à votre disposition si vous avez effectivement des choses à dire, des situations à faire remonter, donc je serai le plus possible disponible pour tous. Je vais donc passer la parole à Monsieur Jean-Philippe Pierre, qui est adjoint au maire, qui est chargé du conseil de quartier Saint-Lambert. Bon, ben voilà, c'est fait. Jean-Philippe Pierre, je suis adjoint au maire de Philippe Goujon, en charge du quartier Pasteur-Montparnasse et Saint-Lambert. On va passer par là. Laurent Racapé, je suis adjoint au maire depuis 2014 et sur cette mandature, je suis notamment chargé des parcs et jardins. Pas que, mais notamment. Je ne suis pas élu titulaire dans ce quartier-ci, mais pour information, j'y habite. Donc je connais bien les sujets du quartier. Bonsoir, Jean-Paul Caron, je suis président d'honneur des commerçants Vaugirard Convention et représentant des 20 associations de commerçants du 15e arrondissement. Donc je suis élu ici en tant que personnalité qualifiée. Merci. Bonsoir, donc je m'appelle Jean-Pierre Gresto, j'habite rue de Viroflay et j'ai été tiré au sort en tant qu'habitant Le Quartier. Moi, je suis Nicolas Thuot, donc comme mon prédécesseur, effectivement, j'ai été tiré au sort. Moi, je suis plutôt dans l'expertise comptable pour mon travail et je souhaite effectivement plus m'impliquer dans le quartier, effectivement, d'où ma présence ici. Bonsoir, Claire Valentin. Donc moi aussi, j'ai été tirée au sort. Tout le monde a été tiré au sort. Ouais, oui. Donc, aucun élu ici à part nous. Et j'habite rue de Javel, entre croisement Javel, rue Le Courbe. Oui, bonsoir, je m'appelle Philippe Marty et j'habite rue Le Courbe et tiré au sort également. Non, il y a d'autres micros. Il y en a par travers. Bonsoir, Jean-Marie Beignet, j'habite rue Le Courbe depuis plus de 35 ans et je représente le jardin partagé Ombrelle et Coccinelle. Bonsoir, Edwige Ridel, j'ai été tirée au sort pour la 2e fois. Et vous jouez au loto, hein. Comment? Oui, ça marche pas. Et j'habite à 1 minute à pied d'ici, en face du gymnase de Camissé. Bonsoir, Jocelyn Jolivet, donc j'habite aussi rue de Javel et j'étais aussi membre du conseil précédent. Patrice Roux, donc là je suis nouveau et j'habite rue Le Courbe à côté de la mairie. Bonsoir, je suis Laurence Desmaîtres, j'ai été tirée au sort pour la première fois également. J'habite rue Le Courbe au niveau du square Saint-Lambert. Bonsoir, Frédéric Jacot, adjoint au maire chargé de la culture. Donc je suis ici ce soir, je ne fais pas partie de ce conseil de quartier, mais je suis ici ce soir puisqu'il y a un sujet sur la bibliothèque Vaugirard. Voilà, donc je serai à votre disposition pour ça. Alors,
Henri Josefovitch, je suis élu, donc je suis notamment en charge des questions de précarité à la mairie du 15e arrondissement. Et j'ai aussi eu le bonheur pendant 6 ans d'être vice-président puis président de ce cher quartier. Voilà. Et je souhaite à tous les nouveaux conseillers de quartier une belle route. Et voilà. Alors, il y a aussi 4 personnes qui n'ont pas pu être là ce soir. Donc, il y a Sylvie Sérac, qui est adjointe au maire, chargée des solidarités et des lieux et du lien intergénérationnel. Ensuite, il y a Isabelle Roy, qui est conseillère d'arrondissement, Annie Poupon, qui est en fin de compte une personnalité distinguée et qui s'est beaucoup occupée de la fête de quartier la fois précédente, et Anne-Marie Romera, qui est l'association Blomet Paradiso, qui s'excuse donc de ne pas être présent ce soir. Donc, nous allons prendre le premier point de l'ordre du jour. Donc, c'est le point sur les travaux réalisés et à venir dans le square Saint-Lambert et autres espaces verts. Donc, je laisse la parole à Laurent Racapé, qui est donc chargé de la végétalisation de l'espace public, de la nature, de la préservation de la biodiversité et de la condition animale. Merci. Alors, vaste sujet que les parcs et jardins. Avant de commencer et de vous parler particulièrement de Saint-Lambert, juste parler un petit peu des parcs et jardins de manière générale sur le 15e arrondissement. Il faut savoir qu'on est l'arrondissement où il y a le plus d'espaces verts à Paris, avec 57 parcs et jardins. Soit l'arrondissement le plus vert de Paris, après les deux. Si on met de côté le 12e et le 16e, qui sont avantagés par les bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Voilà. Les parcs et jardins, c'est vraiment un sujet important dans la vie municipale. Actuellement, on parle la COP21, le climat. Il faut savoir que les jardins, c'est à la fois un refuge pour la biodiversité. Ça permet aussi, en cas de crue, de limiter les crues en captant l'eau lors des épisodes pluvieux et de lutter contre le dérèglement climatique. Notamment en absorbant le CO2 pour le transformer en oxygène. Et puis c'est là aussi où on peut pratiquer du sport, se promener. Enfin, c'est vrai, les parcs et jardins, c'est vraiment un centre dans toute ville, dans toute commune. C'est vraiment un endroit de rencontre et ça participe vraiment à la vie de la cité. En ce qui concerne plus particulièrement le square Saint-Lambert, donc vous aurez derrière moi des photos qui défilent. Juste revenir un petit peu sur l'histoire du square Saint-Lambert, qui est l'un des fleurons des parcs et jardins du 15e. Il est, au-delà d'être central, c'est particulièrement un square agréable pour s'y promener et particulièrement beau. Donc, il a été construit sur les anciennes usines à gaz de Vaugirard, qui s'étendaient sur près de 6 hectares et qui ont fonctionné de 1835 jusqu'au début du XXe siècle. Et le jardin a été construit en 1933, d'ailleurs comme les immeubles qui se trouvent à proximité, qui sont typiques de l'architecture des années 30. Ça, c'est pour un peu la partie historique du square. Il y a eu plusieurs phases de travaux sur ce square depuis notamment 2017. Je vais revenir rapidement avec vous sur ce qui a été réalisé depuis 2017. Alors avant 2020, je n'étais pas en charge des parcs et jardins, mais j'ai repris un petit peu l'historique. Et puis une fois que je serai revenu sur ce qui a été fait depuis 2017, je vous présenterai ce qui va arriver par la suite. Donc, mise aux normes de l'éclairage public, rénovation du secteur central. Donc, ce qu'on appelle le secteur central, ce sont les grandes pelouses, la fontaine. Les pelouses ont été redimensionnées pour leur rendre la taille d'origine et les allées ont été rénovées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est vrai que dans les années 2010, les allées s'étaient pas mal détériorées dans ce square. Les pelouses ont été donc mises à l'abri en hiver et il y a une rénovation du système d'arrosage qui permet d'être à la fois d'économiser l'eau
parce que là aussi, il y a un véritable enjeu par rapport au climat, c'est arroser les parcs et jardins de manière intelligente. Et comme vous avez pu le constater, pour ceux qui s'y promènent, ces dernières années, il y a eu la rénovation ce que j'appellerais des plantations périphériques, c'est-à-dire ce qui se trouve sur les côtés des pelouses centrales. De nouveaux arbres et nouveaux massifs ont été plantés. Il y a eu le réaménagement de l'aire de jeu du manège, rénovation de l'allée qui mène à l'aire de jeu depuis l'angle des rues Formigé et Renaudot. Il faut savoir que c'était une allée qui était particulièrement, lorsqu'il y avait de très fortes pluies, qui était très fréquemment inondée avec des trous et des mini-mares qui se créaient. Les jets de la fontaine ont été rénovés entre le printemps et l'été de cette année. La dalle de l'auditorium est elle aussi rénovée. Et une partie du mobilier urbain, notamment les candélabres, ont été repeintes cet été. Juste en ce qui concerne le mobilier urbain et notamment les grilles ou les candélabres, petite anecdote, vous avez remarqué que la couleur dominante du mobilier urbain était le bleu. Vous ne le savez peut-être pas, mais du coup, le bleu du jardin Saint-Lambert a donné son nom à la couleur, le bleu Saint-Lambert, qui est connu des artistes peintres. Il y a parfois des abattages d'arbres. Il faut savoir qu'avec le maire Philippe Goujon, nous sommes très vigilants sur tout ce qui concerne l'abattage des arbres. Je ne vais pas revenir sur les bienfaits des arbres, mais nous sommes vigilants et nous donnons l'autorisation sur le 15e arrondissement, nous donnons l'autorisation d'abattage uniquement lorsqu'il est prouvé que les arbres sont malades, qu'ils ne peuvent plus être soignés ou qu'ils représentent un problème de sécurité par rapport aux branches et qu'un simple élagage ne pourrait pas empêcher un accident. C'est les seules raisons pour lesquelles nous autorisons l'abattage des arbres. Cet hiver, les abords du kiosque vont être repris afin de pouvoir accepter des spectacles plus tardifs et assurer la sortie du public en toute sécurité. L'éclairage, il y a encore des petits travaux d'éclairage qui vont être effectués et l'étanchéité de la fontaine va être refaite. Voilà. Il faut savoir que c'est un square qui est vieux, comme je le disais, et qui est très bien entretenu, mais qui remonte à 1933. Et forcément, le matériel et les fontaines se détériorent. Et d'ailleurs, je reviens sur la partie arbres. Il faut savoir que la spécificité de ce square, c'est que la plupart des arbres dataient de la création du square. Donc c'est aussi pour ça que vous avez vu peut-être plus qu'ailleurs des arbres qui ont pu être abattus parce qu'on arrivait malheureusement en fin de vie. Et un arbre est un être vivant. Voilà. D'autres projets sont à l'étude, notamment repeindre le mobilier du parc. Quand je parle d'études, c'est de faisabilité, c'est les budgets, c'est tout ça. Donc ce n'est pas encore, je ne peux pas vous annoncer de date, mais c'est en projet. Je fais défiler quelques photos. Là, on voit les pelouses centrales dont je parlais tout à l'heure. Rénovation des sols en projet, notamment à proximité des entrées Camissé et du manège, et rénovation des aires de jeu. Voilà. Et voilà, donc là c'est l'auditorium. Voilà. Sur le square Saint-Lambert à proprement parler, voici ce qui a été fait et les projets, même si ça reste à l'état de projet, que je ne peux pas encore vous donner de date précise, mais le gros des travaux a été fait. Voilà. Et la remise en service des WC. On va passer le micro à chaque personne, donc vous allez pouvoir poser des questions. Nommant, s'il vous plaît, à chaque fois. Oui, effectivement, nous avons beaucoup de personnes qui font, par exemple, la marche nordique au niveau du square Saint-Lambert. Et les personnes me disent, mais il y a un WC, mais il est condamné depuis maintenant au moins 2 ans. On ne peut plus s'en servir. Quand est-ce qu'ils vont le remettre en route ? Alors c'est vrai qu'à proximité du square Saint-Lambert, mais ce n'est pas suffisant, notamment
quand les beaux jours arrivent, il y a une juste des toilettes qui sont à proximité, Sanisette, voilà, merci, qui sont à proximité de Camille-C, mais c'est vrai que c'est pas suffisant pour un parc. On est régulièrement sollicité, il y a des questions techniques, donc c'est un projet, là aussi, depuis 2 ans, effectivement, et le but est que ça puisse aller vite, mais je ne peux pas vous donner de date précise, mais effectivement, il y a un vrai besoin. D'autres questions? Nicolas? Non. Dans la salle, vous avez des questions, s'il vous plaît? Oui. Oui, bonjour. Dire que c'est un très beau parc actuellement. Surtout, on admire les pelouses parce qu'il n'y a pas plein de massifs dessus, car elles sont bien dégarnies. Qu'on aimerait que ce soit pareil au printemps et en été, où on est très très nombreux sur les pelouses. Donc ça, mais vous le savez. Autrement, est-ce que vous pourriez nous définir exactement la définition des 2 kiosques? Parce qu'en fait, quand vous demandez au vigile du square, il dit « mais les 2 kiosques sont à nous ». Nous, on se met là, vous savez, le premier kiosque, où il y a un souterrain qui relie jusqu'à Camille-C. Et l'autre côté, c'est marqué toilette, mais en fait, il dit c'est mon chef qui est là. Donc, comment ça se répartit un peu? Et la buvette, elle se trouve où exactement? Ça, c'était la première question. Autrement, dans les jeux, est-ce qu'on pourrait mettre un peu plus de jeux dans la tranche d'âge autour de 6 ans, 8 ans, 10 ans? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu maigrichon de l'autre côté. Et bien sûr, la 3e table de ping-pong qu'on demande depuis des années. Est-ce que ce serait possible de la mettre juste devant les 2 premières? Si vous regardez bien, il y a un espace entre les 2 portes. Et là, franchement, il y a la place de mettre une table. Parce que c'est quand même quelque chose qui est intergénérationnel. Et franchement, le week-end, on attend son tour. Et l'autre chose, c'est vous avez mis un panier de basket. Est-ce que ce serait possible de le mettre devant l'auditorium? Ça, on comprend bien. Il y a souvent des jeunes qui font du foot, donc on ne peut pas faire un terrain polyvalent. Mais est-ce que ce serait embêtant si on pouvait mettre juste un petit panier de basket de chaque côté? Parce que sinon, ils en apportent un. Enfin, c'est un peu compliqué. La dernière chose aussi, c'était sur les grandes jardinières que vous avez mises. C'est très bien. Mais il y a une ombre portée. Et on recherche les bancs au soleil en ce moment. Et très vite, vous allez voir, enfin vous voyez, même aujourd'hui on le voit, il y a l'ombre de la jardinière, et ce qui fait qu'il y a des bancs qui sont à l'ombre. Voilà, très vite. Mais donc si on pouvait déplacer un peu les jardinières ou de faire en sorte que ça ne soit pas l'ombre sur les bancs. Voilà, ça c'était pour le square. Merci beaucoup. Et puis les toilettes, bien sûr. Alors, malheureusement, j'ai pas de stylo, j'ai pas noté toutes les questions, mais je vais essayer de ne pas oublier de réponses. En ce qui concerne les paniers de basket, mettre ceci au niveau de l'auditorium. Le but de l'auditorium, c'est qu'il y ait des spectacles. Donc, quand il y aura des spectacles, ça veut dire que les gens ne peuvent pas jouer. Donc ça, oui, devant, mais enfin, c'est là aussi où les gens vont assister au spectacle. Donc ça pose un problème. Ça veut dire que quand il y aura que ce soit des spectacles d'école qui arrivent parfois à l'auditorium ou d'autres types de spectacles, les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui veulent jouer au basket, ne pourront pas jouer au basket. Donc ça pose un petit souci sur plusieurs heures en fait. En ce qui concerne les jardinières, je vais effectivement regarder ça avec la DEV. N'oublions pas non plus que quand il fait froid, comme actuellement, on cherche le soleil, mais l'été, les parcs et jardins, c'est aussi un endroit de fraîcheur. Et c'est là où on peut aller se promener, se mettre au frais, et c'est quand même aussi agréable l'été d'avoir un peu de fraîcheur et un peu d'ombre sans être en plein soleil, vu qu'on sait qu'on va vers des périodes où il va y avoir du 40 degrés, 45 degrés à Paris. Donc pourquoi pas éventuellement voir ce qui peut être fait en fonction des saisons, mais maintenant c'est compliqué de les déplacer en fonction des températures à chaque fois. En ce qui concerne donc les tables de ping-pong, j'ai pris bonne note de l'endroit où vous souhaitiez. En ce qui concerne le tennis de table, je pense qu'effectivement il faut avancer. Le 15e étant d'ailleurs un arrondissement qui accueillera l'épreuve olympique de cette discipline. Donc autant montrer l'exemple. Je crois que je n'ai rien oublié. Voilà.
Oui, juste un petit point complémentaire sur les aménagements que vous souhaiteriez pour les moins de 6 ans. Je vous propose que le conseil de quartier réfléchisse à quelques aménagements supplémentaires, type aire de jeu pour les enfants de moins de 6 ans, et que l'on inscrive ça sur notre budget d'investissement du conseil de quartier, puisque vous le savez tout à l'heure, Philippe Goujon vous l'a dit, il y a un budget d'investissement pour les conseils de quartier de plus de 8 000 euros. Donc on peut utiliser ce budget pour faire ce genre d'aménagement. Donc on va y réfléchir tous ensemble au sein de ce conseil et faire des propositions assez rapidement pour répondre à votre demande. Oui, quelques compléments d'information aussi. D'abord, moi je considère que c'est le plus beau jardin du 15e. D'ailleurs, il a été considéré comme tel, voilà quelques années, il a remporté le prix du plus beau jardin de Paris, et que les jardiniers font un travail extraordinaire. On l'a un peu modifié récemment, que ce soit la fontaine ou le jardin partagé, qui a beaucoup de succès, qui est très bien entretenu d'ailleurs. Ça, c'est une innovation qui date d'il y a quelques années. Et c'est un jardin qui est particulièrement bien entretenu. Pour ce qui concerne les enfants, il est très accueillant aux enfants. Il y a un manège, il y a un théâtre de marionnettes, il y a effectivement des jeux pour enfants, mais c'est vrai, vous avez raison, il faut qu'on soit toujours en recherche du mieux-être des enfants et qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait des jeux supplémentaires. Donc il faut voir la faisabilité technique avec les services, mais soit sur le budget d'investissement du conseil de quartier, soit aux autres. Mais effectivement, je pense que c'est une très bonne idée. Le ping-pong, alors comme l'a dit Laurent à l'instant, c'est une discipline olympique qui sera disputée dans le 15e, puisqu'il y a une dizaine d'épreuves olympiques. Vous n'allez pas rigoler, ceux qui habitent dans le 15e, moi-même d'ailleurs plus particulièrement, parce qu'il va y avoir des zones de restriction de circulation colossales que le préfet de police a annoncé hier. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. On va essayer de les limiter, parce que ce qu'a annoncé le préfet de police hier, c'est le point de départ d'une concertation avec les élus, tous les partenaires institutionnels, économiques, etc. Enfin, comme d'habitude, la préfecture de police fait ceinture et bretelles. Donc, si elle pouvait faire de tout Paris une zone interdite à tout le monde, ce serait parfait. Mais donc, c'est compliqué. Donc, on va essayer de négocier ça. Mais en tout cas, oui. Alors, c'est pourquoi, d'ailleurs, pendant les Jeux Olympiques, la mairie du 15e sera un point important, un point sportif important, un relais sportif, puisque nous allons essayer de mettre en place avec les clubs du 15e une espèce de relais des disciplines olympiques. Le ping-pong notamment, on a déjà commencé puisqu'on a fait des grands tournois, même nationaux de ping-pong à la mairie du 15e, dans la salle des fêtes, c'est assez baroque, mais bon. Et puis cet été, pendant les JO, à partir du mois, fin juillet, début août, il y aura des compétitions de ping-pong notamment. Pas que, parce qu'il y a aussi d'autres disciplines sportives qui vont être disputées dans le 15e, comme le volleyball, le handball, etc. Et nous allons donc, avec les clubs sportifs concernés, faire des initiations, des compétitions. Il y aura d'ailleurs un grand écran géant pour ceux qui ne pourront pas accéder aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire 95% de la population, enfin 98, disons. Un écran géant pour suivre les épreuves. Enfin bon, voilà. Et donc le ping-pong, oui, bien sûr. Et l'idée, on a un très fort partenariat avec la Fédération française de ping-pong, enfin de tennis de table. On a un très gros club dans le 15e, TT15, qui va faire beaucoup de choses pendant cette période. Et ensuite, on souhaite développer vraiment le tennis de table voilà, sur le 15e. L'auditorium aussi, c'est vrai que c'est magnifique. Simplement, il est sous-utilisé. Il y a là aussi une possibilité de le rénover avec soit des crédits municipaux, soit aussi peut-être le budget participatif, parce qu'il mérite vraiment d'être mieux utilisé, condition que ça ne gêne pas tout l'entourage, parce qu'on ne peut pas mettre des sonos à fond, évidemment, les amplis à fond dans ce coin-là, ça gêne la population avoisinante, mais il y a des choses à faire de ce point de vue. Et alors la buvette, vous avez évoqué la buvette. Alors il y a une petite buvette qui presque à l'entrée du côté du Camissé. Vous avez remarqué qu'elle a été fermée pendant des années. Et ensuite, nous avons eu l'idée de passer une convention avec une association chargée de la précarité, d'ailleurs, parce qu'il y avait en fait un SDF qui vivait dans le square Saint-Lambert. On a discuté avec lui
Il ne voulait pas recevoir d'aide, il voulait travailler. Et donc, on s'est dit, ce serait peut-être intéressant de lui confier la gestion de cette buvette pour que ça lui rapporte un petit peu, qu'il puisse vivre de ses deniers, si je peux dire, de son travail. Il voulait vivre de son travail et pas d'aide publique. C'est assez rare quand même, mais voilà. Il dit, je ne veux pas d'aide publique, je veux vivre de mon travail. Donc, on a ouvert cette buvette et pendant 2 ans, 3 ans, il a animé cette buvette en vendant des crêpes, des jus de fruits, etc., notamment aux élèves de Camissé, puis aux usagers du parc. Enfin, peut-être certains l'ont connu, d'ailleurs, ici même. Quelqu'un de très sympathique, d'ailleurs. Bref, et puis voilà, la rue, c'est difficile. Hein, la rue, c'est difficile. Donc, il y a un moment où il a disparu. Voilà. Il y a eu le Covid. D'abord, il a fermé avec le Covid. Il était un peu démoralisé. Alors ensuite, on a implanté une autre personne en difficulté d'insertion dans cette buvette qui a tenu 6 mois, mais qui, lui, avait un sens de commerce tellement développé que, enfin, je ne dis pas qu'il a créé une multinationale, mais enfin, donc, il a créé d'autres affaires et donc il est parti, très bien. Et donc là, je discutais avec Antigel, la bagagerie d'Antigel. Oui, c'est la bagagerie. Enfin, vous savez, c'est un local qu'on a créé pour les sans domicile fixe, les personnes à la rue, qui est rue de Le Courbe. Et donc, on est en train, avec Antigel, de passer... Alors, différemment, ce qu'on va faire, parce que c'est difficile de mettre une personne à la rue toute seule dans un kiosque comme ça. C'est vrai que on rencontre beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Alors que le commerce, il faut que ce soit très régulier, que ce soit organisé. Donc, l'idée, c'est plutôt de mettre une sorte de salarié dans cette buvette et qui accompagnera, alors il ne sera pas là à plein temps, mais il accompagnera des personnes à la rue en réinsertion, parce qu'on s'est bien rendu compte que sans accompagnement, c'était compliqué, donc il faut un accompagnement, donc ce sera un salarié qui accompagne. Voilà, alors on en est, c'est pour ça qu'elle est fermée aujourd'hui, on essaie d'organiser ça, j'espère dans les mois à venir. De toute façon, l'hiver, c'est moins important, il y a moins de clients, mais on essaye d'organiser ce nouveau dispositif. Merci. Il y a d'autres questions ? Moi, c'est pas par rapport à Saint-Lambert. Donc, notre jardin, c'est un jardin partagé qui regroupe 3 hôpitaux de jour avec des enfants autistes, paraplégiques, et aussi une maisonnée SAMSA, c'est-à-dire des adultes sous tutelle. Et on doit réaménager ce jardin en fonction de ces contraintes, et je tiens à remercier M. Racapé pour tout son soutien dans cette affaire, mais également la très grande qualité technique des jardiniers et leur grande amabilité. C'est-à-dire, si vous pouviez remercier M. Dodard, qui, je crois, est parti ou va partir, et puis Corentin Quincef, qui sont vraiment des jardiniers extraordinaires. Vous ne pouvez pas vous imaginer leurs compétences et leur amabilité. Je vous remercie. Oui, juste rajouter effectivement j'ai oublié de le faire tout à l'heure, sur les jeunes jardiniers sur le quartier, sur le 15e. On a la chance d'avoir des jardiniers vraiment investis. N'hésitez pas à aller les voir, même si vous avez des conseils à demander parce que vous avez des fleurs chez vous. Ils sont vraiment disponibles, ils aiment renseigner, ils aiment donner des conseils. Et vraiment, je pense qu'on peut les saluer sur le 15e. Sur le 15e, on a vraiment de la chance, sur ce quartier-là aussi, ce qui n'est peut-être pas le cas partout. Donc, dès que j'ai l'occasion, j'ai oublié de le faire, mais dès que j'ai l'occasion, je salue leur travail. Et donc, effectivement, bravo aussi, vous, pour tout ce que vous faites sur le jardin partagé Ombrelle et Coccinelle. Qui, lui, je le rappelle, ce n'est pas le jardin partagé qui est dans le square. Il est un petit peu plus loin. Il est au niveau du 166 rue de la Croix-d'Hiver. Voilà. Oui, juste là, j'ai appris, j'ai discuté avec eux. Ils font des concours entre jardins. Est-ce que c'est assez diffusé? Est-ce que les gens le savent? Alors, c'est vrai qu'il y a une signalétique. Je suis d'accord, mais est-ce qu'il y a une... Alors, c'est vrai qu'il y a une signalétique parce qu'ils en sont très fiers. D'ailleurs, le maire le rappelait il y a quelques minutes, le square Saint-Lambert a été élu plus beau square de Paris, et notamment grâce à leur travail, et notamment
tout ce qui est autour des pelouses centrales, les massifs de flore que vous voyez qui changent tous les ans. Enfin, la Vous faites une petite fête ou... Alors, c'est mis à l'honneur pendant la fête des jardins. D'ailleurs, la fête des jardins est très souvent, comme c'est central, très souvent au square Saint-Lambert. Il y a un square par arrondissement. C'est très souvent dans ce square-là. On met en avant les équipes. Et je crois effectivement quand ils ont gagné ce prix, je crois que ça avait été mis dans la newsletter de la mairie du 15e arrondissement. Il y a une signalétique à l'entrée du parc. On essaye de le faire savoir de manière à ce que leur rendre hommage et saluer le travail vraiment, encore une fois, formidable qu'ils font. Merci. Oui, madame, si vous voulez reprendre le micro, s'il vous plaît. Oui, on peut parler aussi des alentours aux abords du square. Par exemple, quand vous sortez du square, vous avez un passage piéton et vous avez un grand trottoir. Donc, quand vous êtes en fauteuil roulant, vous prenez normalement ce trottoir. Mais au bout, on a donné l'autorisation à l'Armandie d'utiliser tout le trottoir, ce qui fait qu'il a bouché l'abaissement du trottoir au bout. Donc, depuis 2018, on a demandé à l'Armandie de faire quelque chose. Il était vraiment embêté. Donc, ils ont fait une espèce de rampe qui n'était pas très, très énorme quand même. Et donc, est-ce que ce serait possible quand même de mettre un peu d'asphalte pour la dénivellation entre le trottoir et la chaussée, juste sur une surface, pour éviter que le PMR fasse le show à la terrasse de l'Armandie? Et on sait bien qu'il y a un tuyau. On peut mettre un tuyau avec de l'asphalte dessus. Ça se fait dans plusieurs endroits. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose de ruineux, mais au moins, ça permet non seulement aux fauteuils roulants, mais aussi aux poussettes, enfin, tout ce que vous voulez, les caddies et tout. Hein. Donc, devant l'Armandie, à la place de la rampe qui est actuellement, mettre de l'asphalte, retrouver un abaissement de trottoir, comme il y avait avant l'implantation de la terrasse de l'Armandie. Voilà. Merci. Alors, juste pour vous répondre sur la... en fait, ils n'occupent pas tout l'espace public. Hein. Effectivement, ils occupent une grande partie de la place, mais les habitants sont tous très contents. En fait, c'est un vrai rendez-vous d'été. D'ailleurs, on a transformé ce truc qui était un espèce de carrefour moche. Philippe Goujon a souhaité en faire quelque chose de végétalisé. Il y a des arbres qui sont en train de pousser. L'été, c'est extrêmement agréable et à partir du mois d'avril, moi, je n'ai pas un seul riverain qui est venu me dire que c'était moche, que ça n'allait pas et que l'Armandie avait vampirisé l'espace public. Au contraire, tout le monde est très content. Pour ce qui est du trottoir, alors vous avez raison, madame, on en parle très souvent, mais il s'avère que ce trottoir est nécessaire pour l'écoulement des eaux, pour éviter que l'eau, justement, rentre dans le restaurant ou rentre dans les magasins qui sont autour. Alors, le restaurant a mis une rampe, parce qu'ils ont considéré qu'effectivement, les fauteuils roulants ou les poussettes avaient du mal à franchir ce trottoir. Mais on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas mettre du bitume recouvert d'un tuyau, parce que l'eau va s'agglutiner avec les feuilles ou des déchets, etc. Et on risque l'inondation. Donc, on n'a pas le choix que de laisser ces trempes qui est démontée le soir et remise le matin. Je suis désolé. Merci. Avant de passer au deuxième point de l'ordre du jour, Charlotte, je voudrais que tu puisses te présenter parce que tu as eu un petit problème. Donc, comme on a fait le tour de table tout à l'heure pour se présenter, non, il n'y a pas de souci, tu es tout excusé, mais présente-toi, merci. Il y a un micro. S'il n'y a pas de micro, c'est enregistré, donc il faut un micro. Oui, j'ai oublié de dire dans mon intervention liminaire, le temps que vous ayez le micro, c'est que nous sommes le seul arrondissement qui filmons toutes les séances des conseils de quartier en séance plénière. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment parler dans le micro. Même si on vous entend sans micro, il faut parler dans le micro, parce que c'est enregistré et que c'est rediffusé à partir du lendemain sur le site de la mairie. Donc Charlotte Soula, toutes mes excuses tout d'abord pour le retard. J'habite rue Théophraste Renaudot. Je suis dans le 15e depuis un peu plus de 20 ans. Et je suis assistante juridique dans le réseau des chambres de métiers de l'artisanat. Voilà. Et tu représentes une association ? Le quartier de la paroisse Saint-Lambert. Voilà, merci. Donc on va passer au deuxième point, qui est la bibliothèque Vaugirard. Monsieur, si vous voulez aussi vous approcher
et puis de façon à pouvoir prendre la parole. Bonjour, donc je suis Dominique Duboissat, je suis le chef de la section locale d'architecture, donc qui assure l'entretien de tous les bâtiments municipaux sur le 7e et le 15e arrondissement. Et donc on assure les travaux dans la bibliothèque Vaugirard et donc dans l'annexe de la mairie. Donc cette bibliothèque fait l'objet à peu près chaque année de travaux d'amélioration et d'embellissement. Je vais vous citer les travaux qu'on a menés dans cette bibliothèque depuis 2022. Donc on a fait une rénovation de l'éclairage de la section adulte en 2022. Cette année, on a réalisé la réfection des faux plafonds et l'éclairage de la section jeunesse. Et pour l'année 2024, la mairie a souhaité programmer des travaux d'amélioration de la section jeunesse, les sols et la peinture de la section jeunesse. Alors, par contre, il y a une grosse opération donc, qui a été lauréate de la dernière session du budget participatif et qui concerne la mise en accessibilité. Ah oui, excusez-moi, la mise en accessibilité de la bibliothèque. Et un ascenseur, oui, bien sûr. Alors, comment on fait pour le... Ouais, c'est juste pour mettre en diaporama, j'arrive pas à voir le... Voilà. Voilà, alors le bâtiment, quand il était encore tribunal d'instance, n'était absolument pas accessible. Et comme vous le savez, il y a eu une opération qui a été votée par la mairie les années précédentes pour réaménager l'ancienne salle du tribunal et lui donner de nouvelles... Voilà, c'est là. De nouvelles fonctions et pouvoir accueillir des animations et lui donner un usage plus grand. Dans le cadre de cette opération que la SLA a conduite, on a commencé à mettre en accessibilité le rez-de-chaussée du bâtiment et notamment grâce à un travail conjoint avec la direction de la voirie et des déplacements qui a pu refaire et reprofiler le trottoir à l'entrée du bâtiment. Donc aujourd'hui, le trottoir et le hall d'entrée de l'annexe est donc de plein pied, et donc une personne à mobilité réduite peut rentrer dans ce hall d'entrée. On a également installé ce qu'on appelle un élévateur pour personnes à mobilité réduite, donc un EPMR, et qui fonctionne et qui permet de monter et on voit sur les plans, alors, je ne sais pas s'il y a une flèche, qui permet de franchir ce premier emmarchement. Ce premier emmarchement qu'on voit ici. Je ne vais pas faire. Voilà. À l'entrée du hall, mais bon, je pense que tout le monde connaît le bâtiment. Et donc, qui permet de rendre donc accessible la première salle, donc la salle de l'ancienne salle du tribunal, dont on a restitué la totalité du volume, puisqu'elle avait subi, en tout cas, elle avait été aménagée avec des locaux annexes qui prenaient un peu de son volume. Dans le cadre de cette opération, on a également pu mettre en place un sanitaire PMR dans le hall qui permet aujourd'hui donc de rendre totalement accessible le rez-de-chaussée du bâtiment. En tout cas, cette partie-là.
malheureusement, donc, comme vous le savez, il y a 2 escaliers un peu de part et d'autre de ce hall qui permettent d'accéder à la bibliothèque. Et donc, bien sûr, aucune possibilité d'accéder en fauteuil à la bibliothèque, qui, en plus, comme on le voit sur le document le plan du milieu, donc c'est le niveau d'accès de la bibliothèque au R+1. On a également un emmarchement qui sépare l'accès, enfin la section jeunesse de la section adulte. Donc l'idée, c'est donc de mettre en place un ascenseur qui va permettre non seulement donc d'accéder à la section jeunesse, donc un premier niveau, et l'ascenseur permettra aussi d'accéder à la section adulte. Donc il y aura deux demi-paliers qui seront desservis par cet ascenseur. Et donc cet ascenseur, il va également permettre de l'accès au 2e étage du bâtiment sur la rue Lecourbe, enfin de cette avancée sur la rue Lecourbe, où les anciens bureaux de la Caisse des écoles de l'arrondissement, qui ont été déplacés donc à l'arrière dans les anciens bureaux du greffe du tribunal, qui sont maintenant libérés, vont permettre d'avoir des bureaux pour l'accueil des administrés, donc au 2e étage. Donc l'ascenseur, qui est prévu d'être installé, doit donc desservir le rez-de-chaussée, ou en tout cas le rez-de-chaussée après le premier emmarchement, le niveau de la section jeunesse, le niveau de la section adulte et le dernier niveau du R+2 pour les bureaux d'accueil des administrés. Donc, le projet il vient juste d'être voté, donc nous, on conduit l'opération, donc on travaille actuellement sur la préparation de ce dossier et notamment la passation du marché de maîtrise d'œuvre. Donc il va y avoir un architecte qui va être désigné sur cette opération. Donc on travaille actuellement, on est en train de faire des relevés de géomètres, préparer les campagnes de recherche géotechnique pour pouvoir faire les fondations de la future gaine d'ascenseur. Et donc dès que le maître d'œuvre va pouvoir être désigné, eh ben, il va pouvoir avoir les éléments techniques, ou en tout cas une partie des éléments techniques, pour pouvoir commencer à travailler et à faire ses études. Donc on va bientôt donc lancer notre marché de maîtrise d'œuvre. On est en train de travailler donc sur le programme architectural et technique de cette mission de maîtrise d'œuvre. On devrait lancer ce marché au mois de décembre, et pour nous permettre d'avoir une notification de ce marché de travaux pour le mois de février. Donc, les missions de maîtrise d'œuvre, elles sont un peu encadrées. Il y a plusieurs phases. Il y a la phase de diagnostic et d'esquisse où le maître d'œuvre regarde un peu les contraintes du site. Il analyse les besoins du programme. Il regarde un peu tous les aspects techniques du bâtiment. Donc ça prend un certain temps. Et ensuite, ça lui permet donc de faire une première esquisse et après un avant-projet de travaux. Donc cet avant-projet, c'est quelque chose qui va définir un petit peu plus précisément que le petit carré qu'on a positionné sur le dessin, puisque cet avant-projet va tenir compte de toutes les contraintes du bâtiment qu'on ne connaît pas encore totalement. Et donc cet avant-projet va permettre de bien définir les données techniques du projet. Et quand ces données techniques sont validées, on passe à une autre phase de projet, c'est la phase d'élaboration des pièces qui vont permettre le lancement des marchés de travaux. Donc c'est ce qui est indiqué ici, remise du projet, voilà. Donc ça, c'est les pièces qui vont permettre de lancer la consultation des travaux. Et on lance la consultation et donc on vise un lancement en fin de l'année 2024, donc la fin des études techniques de conception, pour une notification du marché de travaux au mois de mai de l'année prochaine. Voilà. Donc tous ces délais-là, ça vous semble sans doute très très long, mais c'est des délais qui sont encadrés par le Code de la commande publique, et on ne peut pas, entre guillemets, brûler les étapes. Et il est très important que chaque phase du projet
soit travaillé, vérifié. Donc il y a des avis, des contrôleurs techniques qui vérifient que ce qui est conçu répondent aux normes, aux règles. On est dans un établissement recevant du public, il y a des règles et des contraintes importantes. Donc toutes ces phases sont très importantes pour que l'objet ou l'ouvrage qui est construit soit parfaitement conforme et puisse être mis en service et accueillir du public. Donc aujourd'hui, ensuite, vous voyez sur le plan, sur l'année 2025, donc il y aura une période de préparation. Donc ça, l'entreprise, quand les entreprises sont désignées, parce qu'il y aura sans doute plusieurs entreprises, un ascensoriste, une entreprise qui fera de gros œuvres, quand ces entreprises seront désignées, elles ont une période de préparation, c'est-à-dire que l'entreprise commence, elle, à faire ses plans, ses notes de calcul, parce que le maître d'œuvre ne fait une conception, mais l'entreprise doit assurer toute cette préparation. Il faut au moins 2 mois sur un ouvrage comme ça, sur une opération de ce style qui est quand même très complexe. Et alors après, moi j'ai représenté une période de travaux d'environ 6 mois. C'est un délai qui sera confirmé par le maître d'œuvre suivant les travaux qu'il aura préparés, conçus. Et donc, nous, ce qu'on espère, c'est pouvoir viser une mise en service de ces ascenseurs à la fin de l'année 2025. Voilà. Juste pour vous dire qu'il est clair que ces travaux auront un impact important sur le bâtiment, sur son exploitation. Et bon, je risque à m'avancer qu'il est possible, et il est fort probable que la bibliothèque sera fermée pendant la durée des travaux, compte tenu des travaux de gros œuvres importants qui devront être mis en œuvre. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas exactement quel est le délai de fermeture de la bibliothèque. Ça sera calé avec le planning des travaux, parce que, bon, effectivement, quand les travaux de gros œuvres seront terminés, qu'il n'y aura plus que des finitions, peut-être qu'il y aura une ouverture possible du bâtiment, mais c'est toujours risqué de mélanger les flux d'un chantier et les flux d'un public. Donc, enfin, tout cela, ça sera étudié très précisément pendant les phases de conception avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, et ça sera un point important, un point d'attention important qu'on aura avec cette équipe de maîtrise d'œuvre. Voilà. Juste pour finir, pour voir un peu les budgets qui sont alloués à cette opération. Donc la mise en accessibilité, donc c'est la partie qui a été votée dans le cadre du budget participatif. Et donc il y a un budget supplémentaire de 400 000 € qui va être alloué à l'opération pour pouvoir aménager le dernier étage du bâtiment, et notamment de prévoir un peu son isolation thermique, puisqu'on est sous les combles et il fait très chaud en été sous cette toiture. Et donc voilà, c'est ce qui explique un peu le prix. Donc voilà, le coût de 900 000 €, c'est le coût global de l'opération qui intègre les travaux et également tout ce qui est marché de prestations intellectuelles, la mission de maîtrise d'œuvre dont je vous ai parlé, le contrôleur technique et puis tout ce qui est coordonnateur santé, sécurité sur le chantier. Voilà. Oui, merci Monsieur Dubois-Sage d'avoir nous expliquer tout ça. Je suis un petit peu fier parce que je suis à l'origine de cette proposition, comme j'en étais aussi fier de faire la proposition pour un accès à l'église Saint-Lambert pour des personnes handicapées par soit un ascenseur, soit une pente, qui a été faite. Cette proposition a été faite il y a plus de 4 ans. Et elle a été acceptée par la ville de Paris avec le budget participatif. Où on en est actuellement, il n'y a rien de suivi, c'est toujours pas réalisé. Pourquoi, monsieur ? Alors,
je m'occupe de tous les bâtiments municipaux, mais malheureusement, je ne m'occupe pas des édifices cultuels, donc qui dépendent de la direction des affaires culturelles, et direction qui dispose d'un service technique particulier qui font les travaux sur les églises. Donc moi, je m'occupe tout sauf les édifices cultuels. Enfin, beaucoup de bâtiments, notamment, on en parlait, les bâtiments du Square Saint-Lambert. Donc c'est nous qu'avons suivi la réalisation et la réparation de la dalle de l'amphithéâtre. Et on va suivre également la rénovation de la coupole de l'amphithéâtre. Mais malheureusement, je ne m'occupe pas des édifices cultuels et je ne peux pas vous dire où on est cette affaire. Je voudrais juste poser une question. Pardon. Poser la question, mais je ne peux Oui. pas répondre. L'ascenseur vaut normalement un certain prix et les travaux sont que de 900 000 euros sans l'ascenseur ou avec l'ascenseur? Je croyais que... Ah bon. Avec l'ascenseur, il y a 500, vous allez poser 500 000 euros que pour l'ascenseur et le reste, c'est en plus pour le deuxième étage. Bien. D'accord, merci. Voilà, donc je vais répondre aux deux sujets, tout en sachant que le sujet à l'ordre du jour, c'est l'ascenseur de la bibliothèque Vaugirard. Éventuellement, en questions diverses, vous pouvez poser d'autres questions, mais on ne va pas évoquer dans le détail des dossiers sur lesquels nous n'avons pas les informations actualisées. Donc ça s'organise avant. Vous êtes maître de votre ordre du jour. Si vous voulez mettre l'église Saint-Lambert dans l'ordre du jour, vous le mettez. À ce moment-là, on fait venir le responsable des affaires culturelles, même si peut-être Frédéric a une réponse, mais je ne pense pas. D'abord, pour ce qui concerne l'aménagement de l'ascenseur, nous sommes, nous, très satisfaits et très mécontents à la fois. Nous sommes satisfaits d'avoir pu récupérer ce bâtiment qui était l'ancien tribunal d'instance du 15e, pour y aménager des services municipaux, parce que nous manquons énormément de locaux, bien sûr, mais nous sommes mécontents du fait que ce pôle judiciaire ait été supprimé et que la justice, qui, soi-disant, est un service de proximité, ait été éliminée du 15e, comme dans tous les arrondissements parisiens d'ailleurs, puisque ce sont tous les tribunaux d'instance de France qui ont été supprimés et qui ont été fusionnés avec les tribunaux de grande instance dans ce qui s'appelle maintenant les tribunaux judiciaires. Et le tribunal judiciaire de Paris est installé à un seul endroit, qui est la porte Champéret, dans ce bâtiment qui a été réalisé à cet effet, ce qui pose un problème énorme, parce que pour du droit de proximité, si je peux dire, les personnes du 15e doivent traverser tout Paris et faire 1 heure à 1 heure et demie de déplacement, ce qui fait qu'elles n'y vont pas. Et ça, malheureusement, ça empêche un certain nombre de personnes de faire reconnaître leurs droits dans un certain nombre de domaines. C'est très dommage. J'avais essayé, en rencontrant à la fois le président du tribunal de grande instance de l'époque et le procureur de la République, de maintenir une unité judiciaire sur ce site, mais ça n'a pas été possible. Et pourtant, les affaires qui étaient jugées dans ce tribunal correspondaient à un tribunal de ville moyenne, de province. Donc c'était environ 2 000 à 3 000 affaires par an. Ce n'était pas négligeable. Donc je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus accès au droit. Alors du coup, nous avons un point d'accès au droit, il faut que vous le sachiez, pour les personnes qui sont en difficulté juridique, qui est rue de la Seïda, mais qui est très excentré par rapport au 15e. Et mon idée était que ce point d'accès au droit puisse être installé dans l'ex-tribunal d'instance, avec le regroupement aussi des associations qui tiennent des permanences bénévoles dans la mairie, que ce soit des permanences d'avocats, de conciliateurs, de médiateurs, etc. Ça n'a pas été possible parce que, vous savez, on est un pays où tout est corseté, réglementé, etc., et où on ne peut en gros rien faire, presque. Ou alors il faut se battre contre les montagnes, puisque les points d'accès au droit ne peuvent être que dans les secteurs, disons, ou quartiers politiques de la ville, ou en grande difficulté. C'est la raison pour laquelle il est à Saïda et qu'on m'a refusé qu'il soit à la mairie du 15e. Je pense qu'un pôle juridictionnel à cet endroit aurait eu du sens, en plus que c'est une adresse connue par les justiciables, puisque ce tribunal existe depuis des siècles, si je peux dire, et donc ça n'a pas été possible. Du coup, l'idée était à la fois pour la bibliothèque, bien sûr, mais aussi pour aménager le 2e étage,
de réaliser cet ascenseur parce que au deuxième étage, nous allons installer justement toutes les permanences juridiques qui ne sont pas au point d'accès au droit et que j'évoquais tout à l'heure et qui tiennent des permanences en mairie, de façon à regrouper dans un même site, dans un même lieu, ces personnes. Mais comme ce n'est pas accessible au public, ce n'était pas possible, d'où la raison de l'ascenseur, qui est utile évidemment pour la bibliothèque, mais aussi pour cet usage, et qui permettra cet aménagement du deuxième étage qui est totalement désaffecté et qu'on ne peut pas utiliser, avec des centaines de mètres, je ne sais plus combien il y a avec la superficie, pour organiser un pôle, un micro-pôle juridictionnel. Voilà. Donc ça, c'était l'objectif. Et bien sûr aussi pour les personnes à mobilité réduite et tout ça. Donc ça, c'est pour... bon, évidemment, tout ça est très long, mais nous avons des procédures budgétaires, notamment, qui sont tellement longues avec les appels d'offres, les délais, etc., qu'évidemment, ça retarde beaucoup, sans compter qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de difficultés à recruter des entreprises pour faire les travaux, que ça ne nous a pas échappé, tout est beaucoup plus cher, les matériaux, les usines, etc. Enfin, vraiment, les coûts explosent en plus. Hein. Mais enfin bon, c'est vraiment important et je suis content que le budget participatif ait permis cette avancée significative. Pour ce qui concerne l'église Saint-Lambert, c'est vrai que nous allons de problème en problème parce qu'il y a eu plusieurs options. Alors là aussi, c'est le budget participatif qui l'avait décidé. Voilà, je ne me souviens plus, mais ça fait 4 ans, si tu le dis, ça fait 4 ans. Il y a eu des projets de rampe, projets d'ascenseur, projets d'élévateurs, etc. Nous sommes confrontés à une sorte d'incohérence, enfin, ou de contradiction en tout cas, entre la nécessité de mettre une rampe très importante parce qu'il y a un maximum de déclivité possible. Vous voyez, on ne peut pas faire des pentes qui sont trop raides, évidemment. Donc il y a des règles, il y a des normes, là aussi. Et que si cette rampe est installée, elle dénature l'église de telle sorte que l'architecte des bâtiments de France nous l'a refusé. Donc d'un côté, on nous dit l'ascenseur, c'est trop compliqué techniquement, donc on ne peut pas le faire. Mais la rampe, si on veut la faire en respectant la réglementation, eh bien, elle se heurte au refus de l'ABF. Voilà où on en est. Mais on continue, on ne lâche rien. Et on continue à négocier, à discuter pour trouver une solution. J'en discutais d'ailleurs avec le curé de la paroisse encore dimanche dernier de cette affaire. On s'arrache les cheveux un peu. Toi, c'est plus difficile. Mais on essaye de trouver une solution technique et culturelle. C'est bien ça. Voilà. Non, mais ça fait du bien d'avoir ce genre d'informations, car beaucoup de personnes s'interrogent. On a voté, c'est accepté, c'est pas réalisé. Si on n'a pas ce genre d'informations, des fois on est un peu désespéré. On n'a pas envie d'aller plus avant dans les propositions, puisqu'on ne voit pas la concrétisation de nos propositions. Merci, monsieur le maire, de nous avoir informés de tout cela. Mais donc, on ne savait pas du tout avant. Le combat continue. Comme d'habitude. Oui, c'est ça. Oui, je voulais juste vous dire un petit mot sur la bibliothèque Vaugirard. Évidemment, on se réjouit que cet ascenseur tant souhaité arrive, même s'il y avait d'autres sujets moins réjouissants. Mais en tout cas, c'est nul doute que ça va permettre à terme une vraie augmentation de la fréquentation de cette bibliothèque. Vous avez évoqué, monsieur, un temps de fermeture de la bibliothèque. C'est toujours un souci. Je voudrais quand même dire que nous avons 3 bibliothèques et une médiathèque dans l'arrondissement, et que même pendant cette période de fermeture, évidemment, vous pourrez profiter des 2 autres bibliothèques et de la médiathèque Yourcenar étant rue d'Alray, donc c'est pas très loin. Voilà. Et pour le réseau jeunesse, enfin toutes les bibliothèques en ont, mais nous avons une des bibliothèques, la bibliothèque Gutenberg, située rue Montagne de Las, qui est spécifiquement consacrée à la jeunesse. Donc nous ne serons pas sans rien pendant cette période de fermeture. Et voilà, il faut le faire savoir, je pense, au sein du conseil du quartier, de répandre cette chose-là, que
Ce n'est pas une amputation totale de l'accès aux bibliothèques, puisqu'il y a 3 autres lieux dédiés aux livres. Je voudrais juste ajouter aussi que dans le cadre des manifestations culturelles, nous collaborons bien sûr, la mairie collabore le plus possible avec la médiathèque et avec les bibliothèques. À ce propos, nous organisons très prochainement, là, donc le samedi 9 décembre, la 7e édition du prix jeunesse, le prix du livre jeunesse, le salon Enlivrez-moi, et lien avec les bibliothèques bien sûr, puisque ce sont des enfants des classes de CM1 qui sont jurys, donc ils sont à peu près 400, qui sont jurys d'un prix littéraire, voilà, de livres pour les jeunes gens de CM1, CM2. On travaille en lien avec les écoles, mais ce sont les bibliothécaires qui proposent la sélection des livres préalables, voilà, sur lesquels les enfants travaillent. La mairie achète les livres pour que les enfants puissent travailler avec leurs professeurs dans les classes. Ils nous remettent donc le vote. La remise du prix a lieu devant les 450 enfants. Il y aura 450 enfants cette fois-ci dans la salle des fêtes le vendredi 8. Ce n'est pas public parce qu'il y a déjà 450 enfants dans la salle, donc il n'y a plus de place pour mettre des spectateurs. Mais le lendemain, il y a un salon de ces livres en présence des auteurs qui ont été aidés et des illustrateurs qui ont été sélectionnés, d'autres auteurs aussi. C'est organisé en lien aussi avec une librairie du 15e, la librairie Les Cahiers. Voilà, et donc je vous engage vivement à venir découvrir ce salon du livre jeunesse. Il est organisé volontairement au mois de décembre, juste avant les fêtes, afin de favoriser au maximum la lecture et de faire que les cadeaux de Noël soient plus consacrés aux livres qu'à d'autres choses moins intéressantes, je pense, pour les jeunes gens. Voilà, c'était un peu la philosophie de ce salon. Et ça n'est pas un hasard, c'est un choix aussi, puisque nous avons maintenant une salle juste en dessous, une salle de réception, de réunion juste en dessous de la bibliothèque. Et bien c'est dans cette salle, dite la salle Le Courbe, que se tient le 7e salon du livre jeunesse, samedi 9 décembre après-midi. Voilà. Et dernière chose pour... voilà, et après je vous quitterai pour ce soir, mais... toutes les informations culturelles sur votre quartier, mais sur l'ensemble de l'arrondissement, figurent régulièrement dans la newsletter de la mairie, donc, qui est publiée tous les mercredis. Voilà, donc je vous engage vivement à vous abonner à la newsletter, parce que c'est le meilleur moyen pour connaître toutes les activités culturelles que nous mettons en œuvre, que j'essaye d'organiser pour la mairie, et c'est près d'une 40aine de manifestations culturelles par an. Donc voilà, voilà, vous pouvez tous contribuer à faire connaître ces manifestations. C'est très difficile de communiquer dans un arrondissement qui est gigantesque, voilà, avec 240 000 et quelques habitants. Voilà, donc de faire savoir les choses. Donc, voilà, venez découvrir le Salon du Livre, abonnez-vous à la newsletter et vous serez comme ça à même de savoir que vous vivez dans un arrondissement qui fait beaucoup, grâce à l'équipe municipale et à monsieur le maire en particulier, qui fait beaucoup pour la culture. Merci. Merci. Je voudrais juste une petite précision. Oui. Il me semble que la médiathèque Yourcenar, il y a un ascenseur. Non, il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur ? Non, il n'y a pas d'ascenseur, mais elle est de plein pied, la bibliothèque, à part une ou deux salles. Eh oui. Il y a un ascenseur, si. Bien sûr qu'il y a un ascenseur. Oui, il y a l'ascenseur. Pour aller en bas. Oui. Ouais. Non, pour monter dans les salles. Alors, sauf que c'est le 3e étage. Ouais, je prends jamais l'ascenseur. Non, il y a l'ascenseur, mais c'est plus un ascenseur de service. Donc il va à l'auditorium. L'auditorium est au sous-sol. Voilà. Non, mais il monte aussi dans les salles supérieures. Ouais. Dans la salle surélevée, il y a une salle où il y a Oui, mais voilà. l'ascenseur monte jusque-là. L'ascenseur fonctionne, oui, bien sûr, à la bibliothèque. Non, mais c'est un avantage par la suite. Si effectivement la bibliothèque veut refaire, mais qu'elle sera reportée par exemple sur la médiathèque pour que les gens puissent aller en bibliothèque, on sait qu'au moins à la bibliothèque Yourcenar, il y a un ascenseur. Et à Gutenberg, il n'y a pas besoin de tout est de plein pied. La seule salle qui est au-dessus, c'est les salles de jeux vidéo, voilà, qui sont à l'étage. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Oui, bonsoir. L'utilisation des bibliothèques, c'est aussi des lieux de travail pour les étudiants notamment, puisque tout est saturé en termes de bibliothèques universitaires. Et donc les espaces de travail sont réduits et sont occupés à 100% tous les jours, presque tous les jours. Donc dans le cadre du projet du 2e étage, est-ce qu'il y aura aussi des zones de travail pour les gens qui utilisent la bibliothèque ?
Enfin, excusez-moi, si j'ai bien compris, le deuxième étage va être un étage à usage administratif pour des bureaux. Okay. Donc il n'y aura pas plus d'espace de travail, de table de travail dans la bibliothèque Vaugirard à terme. Voilà. Parce que ma question, en fait, c'est on a quelques étudiants quand même dans l'arrondissement, notamment les premières années d'Assas. Et ça fait un gros volume d'étudiants qui ne peut pas être absorbé en termes d'espace de travail par les bibliothèques actuelles et les bibliothèques universitaires. Pour ce que j'en sais, c'est que effectivement celui-ci est très petit, donc il est vite saturé. Par contre, il y a beaucoup plus de place à la bibliothèque Chédid. Voilà, et peut-être qu'elle est peut-être plus excentrée en étant à Beaugrenelle, mais près de Beaugrenelle, mais il y a beaucoup d'espaces de salles et d'espaces ordinateurs, d'espaces numériques, et donc qui sont moins exploités que dans les autres, qu'à Yourcenar ou qu'ici, effectivement. Ouais, je ne pense pas que ce soit l'utilisation première des gens qui y passent, en fait, à part ceux qui viennent jouer. Non, mais je veux dire, c'est qu'il y a des espaces pour travailler en plus grand nombre à la bibliothèque chez Dib. Voilà, parce que c'est plus grand, tout simplement. Oui, alors, vous avez raison, monsieur. Nous sommes devenus, peu le savent d'ailleurs, un arrondissement universitaire depuis quelques années, puisqu'aujourd'hui, le 15e est le deuxième arrondissement universitaire de Paris, avec 35 à 40 000 étudiants. C'est assez récent, mais il y a une floraison d'établissements d'enseignement supérieur. On en a une soixantaine maintenant, que je réunis d'ailleurs 2-3 fois par an pour essayer d'évoquer avec eux les différents sujets. Et du coup, ça nous a amené, nous, municipalités du 15e, à mener une politique d'accompagnement de ce développement universitaire dans le 15e. C'est la raison pour laquelle on construit un grand nombre, je dois dire, de résidences universitaires. On en a déjà ouvert 3 ou 4 avec le Crous ou des résidences privées, etc., pour accueillir plusieurs centaines d'étudiants dans le 15e. Mais il y en a en projet encore, notamment pas loin de la Boulevard et autres. Ça, c'est une première chose. Et bien sûr, aussi une politique de santé qui leur est destinée. Nous avons aussi malheureusement une aide alimentaire qui leur est dédiée pour pouvoir le faire. Enfin bon, voilà, une politique d'accompagnement. Et bien sûr, aussi, nous essayons de développer des espaces de coworking pour les étudiants. Donc, on en a dans un certain nombre d'endroits. Notamment, nous avons totalement rénové la gare de Vaugirard, qui est sur la petite ceinture, et qui est un magnifique bâtiment, qui est ouvert d'ailleurs, je le dis, aussi bien aux étudiants, enfin qu'aux non-étudiants bien sûr, mais aussi aux associations. Il y a des espaces associatifs qui ont été prévus à cet effet pour les associations de quartier. Et puis les étudiants, des espaces de coworking, ça marche très bien d'ailleurs, et puis c'est très agréable. Donc on a plusieurs espaces de ce type pour les étudiants, et nous essayons de les développer. Enfin évidemment, et là il faut des financements, c'est pas toujours très simple. On confie souvent après au privé. Mais voilà, il y a cette politique que nous essayons de développer le plus possible, d'accompagnement du développement de la vie étudiante dans le 15e. Moi, je voulais vous poser une question. Ah, pardon, vous voulez parler? Oui, mais monsieur. Madame, si vous voulez, excusez-moi, puis vous prendrez la parole après, s'il vous plaît. Oui, allez-y, madame. Oui, merci, bonsoir à tous. Je profite justement du sujet pour poser ma question. J'habite au 69 rue de la Croix-en-Hiver et l'année dernière, il a été installé l'école Maille Prépa, qui est une école préparatoire aux grandes écoles de commerce. Le local, bon, contraire au règlement de copropriété, toutes les nuisances sonores, etc., j'habite juste au-dessus. Donc, je suis très bien placée pour dire que c'est un vrai problème. Donc, la question que je veux vous poser, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que c'est vous, en tant que mairie, maire, etc., qui donnez votre accord? Est-ce que ça fait partie des écoles, développement d'écoles dont vous parlez? J'aimerais être un peu rassurée sur ce sujet, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, monsieur le maire, je rajoute quelque chose aussi, qui est un autre sujet, là, qui concerne aussi la mairie. Il a été demandé, alors je ne suis pas au conseil syndical, mais il a été demandé, nous avions voté pour sécuriser notre copro, qui est juste après la Poste et Franprix, sur la Croix-en-Hiver. Pour sécuriser la copro, qui a un petit parvis devant, pour éviter tous les attroupements, etc.,
pour émettre une grille. Donc nous n'avons toujours pas de nouvelles de cet accord de la mairie ou d'une autre administration, je ne sais pas laquelle, sauf qu'entre-temps, l'école s'est installée et le bailleur qui habite la copro souhaite avoir une entrée privatisée pour son école. Ça devient très compliqué. Donc je voulais savoir, comme je répète ma question, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que ça en fait partie? Est-ce qu'ils vous ont demandé l'autorisation? Enfin, vous voyez, j'ai consulté un avocat déjà qui me confirme qu'ils ne sont pas censés être là versus notre règlement de copropriété. Ils ne sont pas censés être là parce que la sécurité, ils ont ouvert une porte sur un jardin de copro qui lui-même est condamné. Donc en fait, c'est plus une porte de sécurité. Donc en fait, bon, là, on dépasse un peu le cadre de l'arrondissement, mais puisque vous parlez des écoles et du développement des écoles dans le quartier, je me permets de vous poser ma question. Et je vous remercie d'avance, si vous pouvez me répondre. Non, d'une façon générale, moi je considère que toute question qui concerne le 15e ou les habitants du 15e me concerne, que ce soit de ma compétence ou pas, peu importe, je traite le problème dans tous les domaines. Parce que si je ne me contentais que de mes compétences, je serais déjà parti en week-end, vous voyez. Donc, j'aurais pas beaucoup de travail. Donc, évidemment, toute question, toute problématique du 15e me concerne. Cela étant, vous me posez une question d'une assez grande précision concernant une adresse. Il faut savoir que le 15e, c'est, comme on le disait, près de 240 000 habitants. C'est plus grand que Bordeaux. Donc, je ne connais pas forcément encore tout immeuble de l'arrondissement, même si j'en connais beaucoup. Mais donc, le mieux sur une affaire individuelle de ce type, c'est que vous puissiez m'adresser un mail. On se voit à la fin de la réunion, que vous m'adressiez un mail. Et puis, bien sûr, je ferai les vérifications nécessaires avec les services de l'urbanisme. Puisqu'évidemment, toute modification d'usage ou de modification de façade ou d'occupation par certaines activités faire l'objet d'une autorisation administrative. Mon adjointe serait là, elle saurait vous répondre. Mais là, je n'ai pas la réponse en tête. Merci. D'abord, je voudrais vous féliciter pour le réaménagement de l'auditorium de Yourcenar. Ouais, c'est magnifique. Qui est magnifique, qui est saturé. Hein, je ne sais pas si vous le savez. Nous, on organise des manifestations avec les bibliothèques. On ne peut pas la préparer la veille pour vous dire à quel point c'est saturé. Mais il y a un hiatus dans les bâtiments de la ville de Paris sur un point. C'est le débit Internet, puisque nous, nos activités, c'est de valoriser Internet, que ce soit à la bibliothèque, on fait ça mensuellement, mais même dans les clubs seniors, nous sommes toujours en but avec le débit, avec les connexions. Est-ce qu'il y a une réflexion de la ville sur la connexion de ces bâtiments par rapport aux nouvelles technologies? Merci. Malheureusement, je crois que j'ai botté en touche comme avec monsieur, parce qu'il y a une direction à la ville de Paris qui s'occupe de tout ce qui est les aspects Internet. Donc c'est vrai que la direction des affaires culturelles est en lien avec cette direction pour toutes ces problématiques de débit, d'installation. Donc c'est la DSIN, elle s'appelle la direction des systèmes informatiques et je ne m'en rappelle plus trop. Et malheureusement, nous, quand on a des interventions à faire dans les médiathèques ou dans les bâtiments, on fait appel à cette direction qui, elle, encadre les travaux. Voilà. Donc, je n'ai malheureusement pas la réponse à votre question. On n'entend pas, prenez le micro. Quand vous interrogez le personnel de tous ces bâtiments, ils sont désabusés. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'ils disent, c'est comme le destin, on n'aura jamais de connexion satisfaisante. Donc je vous ai demandé, est-ce qu'il y a un plan de cette direction? Moi, je sais que la direction des affaires culturelles saisit régulièrement la direction des systèmes informatiques. Après, malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre sur quelles sont les réactions. Bon, moi, j'ai travaillé 6 ans à la direction des affaires culturelles au bureau des bâtiments en régie qui gère les bibliothèques. Donc, effectivement, nous, on était interpellés régulièrement par les conservateurs. On relaie les informations auprès de cette direction. Après, les réseaux sont très importants. Il y a des connexions qui se font entre différents bâtiments. D'ailleurs, toutes les connexions
sont faites et arrivent au niveau de la mairie d'arrondissement. Donc il y a une centralisation du système que je ne connais pas très bien, mais qui à mon avis rend difficile. Donc on a ce même type de problème dans les bâtiments scolaires, et notamment d'ailleurs je crois dans cette école, et il y a des difficultés aussi de débit. Je peux juste confirmer ce que vous dites. La situation est catastrophique. Hein. En matière numérique, à la ville de Paris et dans les mairies d'arrondissement, on n'a pas les moyens de travailler. On a des équipements vétustes, anciens, obsolètes. Il n'y a pas suffisamment de puissance. Enfin, ça ne marche pas. Hein. Voilà, donc ce que vous dites ne m'étonne pas, on a ça partout. Hein. Alors on fait des demandes, bien sûr, mais bon, c'est gigantesque aussi. Le plan, comme vous dites, à mettre en place est gigantesque. Mais on n'est quand même pas bien lotis. Hein. Y a-t-il d'autres questions ? Une micro-question de voirie. L'arrêt de bus 80-39 vers la porte de Versailles a été très justement déplacé vers la bibliothèque pour qu'il y ait un petit peu plus de place pour descendre. Et par contre, en passant ce soir sur le trottoir, je me suis rendu compte que la poubelle qui allait avec l'arrêt de bus, elle est toujours restée en plein milieu de ce trottoir qui est un petit peu étroit. Donc c'est un peu idiot, mais ça faciliterait le passage de gens en fauteuil roulant ou avec des poussettes. Porte de Versailles ? Non, l'arrêt du 39-80 en direction de la porte de Versailles a été très justement d'ailleurs déplacé vers la bibliothèque, puisqu'il y a beaucoup plus de place devant la mairie. Oui. Mais par contre, la poubelle n'a pas suivi, elle est restée en plein milieu du petit trottoir. Il y avait une petite poubelle vers l'ancien arrêt, et elle est restée plantée en plein milieu du trottoir, et elle gêne vraiment le passage. Faites-moi passer une photo. D'accord. Vous avez passé devant, donc vous me faites une photo, puis vous m'envoyez par mail, et puis je vais. Voilà, c'est idiot, mais je pense que ça. On va essayer de faire déplacer la poubelle, ce qui est assez logique par rapport à ce que vous venez de dire. Mais faites-moi une photo, je peux aller la faire, mais non, bon. Non, mais d'accord. Voilà. Merci. Okay. On n'entend pas. C'est demandé. Attendez. On n'entend rien. Depuis que ça a été déplacé, justement, ça serait bien qu'il y ait enfin un abribus à cet endroit-là, parce qu'il y a deux lignes qui s'arrêtent là, et il y a largement la place, là aussi, dans la continuité. Oui, c'est l'arrêt mairie 15e, qui est juste devant la mairie. À côté de la bibliothèque. Oui, je connais. Ben oui, donc, mais on suppose que c'est quand même prévu. C'est pour ça qu'on ne le demande pas, parce que c'est tellement évident qu'on ne va pas embêter la RATP à demander un abribus. Surtout que les poteaux sont des poteaux éphémères. Donc on suppose que ça va être long, on sait que tout est long, donc on suppose qu'il va y avoir un abribus digne de ce nom à la mairie du 15e. Et justement, j'en profite pour rebondir sur la rue Léon Séché. C'est vrai que ça a été une agréable surprise de voir que c'était une rue pour les piétons. Ça, merci, monsieur le maire. Mais même malgré si les fauteuils roulants ont dû subir que le trottoir et qu'au milieu, il n'y a pas de pavé scié. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire la rue Péclet, qui actuellement sert de parc de stationnement, ce qui est un peu choquant à notre époque quand on parle de rééquilibrer un peu l'espace public. Donc, est-ce que là, comme c'est près de la bibliothèque, est-ce qu'on ne pourrait pas en même temps prendre un livre et, par exemple, lire si c'était aménagé ou aménager une ludomauve pour les enfants. Enfin, c'est faire quelque chose autre qu'un parc de stationnement. Et la même chose du côté de la place Adolphe Chériou, le trottoir de droite quand vous montez. En fait, il y a un sens interdit, donc normalement, on ne doit pas le prendre. Mais pas vu, pas pris, les motos et les voitures le prennent. Et la voirie le sait bien que ça se passe comme ça, parce qu'elle a mis un sens interdit devant la rue Bosset, c'est-à-dire pour éviter que la voiture qui prend le sens interdit au début de la place Adolphe Chériou tombe dans la rue Bosset, puisque la rue Bosset est dans l'autre sens. Et en fait, pourquoi les gens prennent la rue Bosset ? C'est soit pour descendre, pour stationner, soit pour monter, pour rejoindre Vaugirard, pour éviter le feu rouge qui se trouve devant les spécialités libanaises ou Carrefour Market. C'est uniquement pour ça. Hein. Ce qui fait le problème, c'est qu'en fait, les PMR se retrouvent coincés entre les grilles du square et les grilles des arbres. Et par endroits, vous avez moins de 70 cm.
Donc là, c'est un petit peu agaçant de voir que cette rue, en fait, elle sert à quelques voitures, quelques motos. Donc, c'est un petit peu... Voilà. Oui. Merci. Je vais vous répondre, mais je vous soupçonne de poser cette question en l'absence de mon adjoint Jean-Yves Pinet, avec lequel vous débattez régulièrement, Madame Larvillière. Donc, non, mais moi, je veux bien qu'on pose toutes les questions possibles et imaginables, mais c'est bien aussi, par exemple, de décider dans votre ordre du jour, par exemple, de faire un débat sur la voirie, par exemple, ou sur la propreté, la sécurité, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais donc là, il y a des questions diverses qu'on enregistre, bien sûr. Non, ce que je peux répondre par rapport à ça, c'est déjà qu'il y a un principe de base depuis cette nouvelle mandature, c'est que tous les travaux de voirie sont supprimés en dehors des opérations embellir votre quartier. Voilà. C'est-à-dire que la mairie centrale a décidé que les opérations de voirie, sauf les réparations de voirie, des choses comme ça, bien sûr, mais toutes les opérations d'aménagement, d'embellissement, de modification de la voirie ne pourront intervenir pendant cette mandature que dans le cadre des opérations embellir votre quartier qui, comme vous le savez, sont programmées quartier par quartier, année après année, etc. Donc c'est dans le cadre d'une telle opération, nous en sommes à EVQ 3, dans le 15e, c'est-à-dire que nous sommes à la 3e opération de programmation d'embellissement des quartiers, et on a, je sais pas combien, on a divisé le 15e en 4 ou 5, quelque chose comme ça, pour ces opérations. Et tous les crédits sont concentrés comme ça, parce qu'il a été décidé par la mairie de Paris qu'au lieu de faire des travaux partout tout le temps, remarquez, c'est comme un peu le cas, les travaux... Non, oui, mais les travaux que vous voyez sont des travaux d'entretien des réseaux souterrains, d'urgence, des machins comme ça, il y en a partout. C'est parce que ça pète de partout entre nous. Hein, bon. Donc il faut tout réparer. Mais les travaux d'embellissement comme ça, ou de modification d'aménagement, sont toutes concentrées pour qu'on les fasse toutes en même temps dans un même quartier et qu'ensuite on soit tranquille pour un certain nombre d'années. Donc voilà, c'est dans ce cadre, et vous le savez bien, que ces opérations d'aménagement de voirie, on ne peut plus, on n'a plus de crédit, d'ailleurs, c'est pour ça, on n'a plus de crédit. On n'a pas de crédit aujourd'hui qui nous sont délégués pour faire des opérations de ce type si elles ne sont pas cadrées, englobées dans les opérations embellir votre quartier, pour lesquelles on a quand même un budget pour chaque opération d'environ 6 millions d'euros, quoi, vous voyez. Donc ce n'est pas négligeable non plus. Mais voilà, on ne peut faire des opérations de ce type qu'en cas d'urgence absolue ou des raisons de nécessité vraiment absolue. Voilà, donc, mais ce que vous dites, oui, ça s'étudie, tout s'étudie. Hein. On fait des rues aux écoles, on essaie de piétoniser. Moi, je suis d'accord avec vous, je pense que l'Armandie, elle s'étale un peu trop. Moi, je ne suis pas content. Il y a souvent trop d'extensions. D'un autre côté, comme le dit mon adjoint, c'est mieux d'avoir ça que des motos, par exemple, sur le trottoir. Parce qu'évidemment, un espace public aussi large, libre de tout usage, il est mal utilisé immédiatement, quoi. Bon, bref. Donc voilà, on essaie de faire un compromis, mais parfois, ils exagèrent un peu. Parce que ça obère complètement l'espace public. Et il y a des projets, d'ailleurs, j'en ai discuté avec la voirie, vous voyez, on pense la même chose, pour ce qui concerne... les abords, les rues aux abords du parc Saint-Lambert, où on pourrait faire des choses. Mais il faut que ça arrive au moment où ça doit arriver, et puis il faut qu'on ait les crédits, et puis etc. Enfin, oui, voilà. Mais oui, mais vous avez raison sur le fond. Simplement, ça ne se fait pas comme ça, quoi. Ici, à Paris, c'est compliqué, quoi. Mais c'est des choses qui sont dans les tuyaux, si je peux dire. Plus d'autres questions? Donc on va passer au 3e point de l'ordre du jour. Donc c'était la fête de quartier. Donc la fête de quartier s'est déroulée fin juin. Ça a été une très très belle fête. Soirée disco, on m'a dit. Donc il y a eu beaucoup de monde. Les pelouses, comme on dit, étaient noires de monde. Et je me permets de prendre la parole pour Annie Poupon qui a géré cette fête de quartier, avec Jean-Paul Caron, avec Jocelyn qui est là, et aussi Valérie, si je ne fais pas d'erreur. Donc il y a eu beaucoup de cadeaux, un bar très réussi, une très belle soirée. Les habitants ont été très heureux, ils ont beaucoup remercié, ce qui a été quand même un grand réconfort du fait de la situation à ce moment-là politique qui était quand même pas très facile. Donc
Je remercie aussi tous les membres du conseil de quartier de la part d'Annie Poupon, car ils ont participé. Ils ne sont pas forcément là ce soir parce qu'ils n'ont pas été renouvelés. Mais donc, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont occupées de cette fête et qui a été, je crois, une très belle réussite. Oui, je l'ai nommé. Donc, par contre, comme chaque année, il y aura une fête de quartier qui se déroulera ou au mois de juin, en fonction des événements, ou au mois de septembre. Donc, parmi les titulaires du conseil de quartier, j'espère que nous serons très nombreux à pouvoir organiser cette fête de nouveau. Et puis, les habitants seront courviers, bien sûr. Et si vous avez... Je sais, Jean-Paul, merci. Je sais. Oui, ça y est. Chacun son tour. On a déjà récolté pas mal de copains qui vont venir nous aider. Oui, il n'y a pas de souci. On fera faire tous une équipe avec tous, je pense. On va essayer de ne pas mettre les gens de côté. On va essayer de faire ça tous ensemble, si possible. Jocelyn, tu veux prendre la parole? Oui, juste un petit point. On a, comme tu as dit, c'était un peu agité cette époque. Donc, on peut remercier les gens qui ont permis que la fête se déroule. Puisque c'était les kermesses, tout ça s'était un peu arrêté à ce moment-là. Donc, ça s'est quand même déroulé dans le calme. Et puis, en fin de compte, il a fait très, très beau. Donc, ça a été vraiment une très, très belle journée. Donc, on espère bien renouveler la même chose cette année. Et donc... Parfait. Merci, Jean-Paul. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Madame? Oui, je m'étonne qu'il y ait aussi peu d'habitants qui assistent à ce conseil de quartier. Est-ce que les gens sont vraiment informés que les conseils de quartier existent, à quel moment, etc. Parce que ce n'est pas possible qu'il y ait aussi peu de monde avec un quartier qui est tellement intéressant. Hier, il y avait 90 personnes. Ça dépend un petit peu des quartiers. Il y a des quartiers où, effectivement, il y a plus de monde, par exemple. Ce que dit... Oui, normalement, vous avez toutes les informations. Justement, ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue, c'est qu'il y a une newsletter. Maintenant, on pourra peut-être... Comment? Je réponds. Mais écoutez, je note effectivement ce point. Le prochain conseil de quartier sera au mois de mars, normalement prochain. Mais en général, il y a des informations qui sont faites. Alors, je vais répondre. Madame, vous connaissez parfaitement la situation puisque vous êtes une ancienne élue et que je n'ai aucun crédit d'information de la mairie centrale pour informer la population. Moi, si je pouvais, dans les quartiers qui font chacun 25 000 habitants quand même, envoyer un courrier personnel adressé à chaque personne, ce serait formidable. Mais 0 courrier, voilà, déjà. Donc, on a très peu de moyens, on n'a aucun moyen financier. Il y a le budget d'animation du conseil de quartier, mais qui fait 3 000 €. C'est pas beaucoup. Donc, ce qui est fait, c'est que les conseils de quartier sont annoncés par la newsletter, où nous avons une 50aine de milliers d'abonnés à peu près. Et puis, bien sûr, il y a la possibilité de distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres. Mais ça, moi, je lance un appel aux conseillers de quartier dont certains parlent beaucoup autour de cette table, c'est bien, qui participent au débat, mais qui doivent aussi participer à la convocation, si je peux dire, des gens et qui doivent distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres ou chez les commerçants de façon à permettre au maximum de citoyens c'est le seul moyen. On peut fournir des flyers, on peut fournir des affiches, mais après aux conseillers de quartier d'aller un peu partout pour les mettre dans les boîtes aux lettres ou les afficher, enfin les faire afficher par les commerçants. J'ai bien noté, madame, et on va essayer de faire le maximum pour que le nombre de personnes du quartier puisse être plus nombreux. Alors, ça serait plaisant pour nous. Il y a aussi autre chose, moi, qu'une certaine expérience des conseils de quartier, puisque j'ai lancé en 2002, même si je n'étais pas maire à l'époque, c'est qu'il y a des quartiers où il y a des très grands projets structurants et qui attirent évidemment énormément de monde, parce que ça bouleverse la vie quotidienne. Quand, par exemple, on évoque... la rénovation urbaine sur 30 hectares à la Porte Brancion, forcément, ça fait venir du monde. Ou quand on évoque la rénovation urbaine sur 9 hectares autour de la tour Montparnasse, les gens viennent. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Quand il y a un ordre du jour avec un grand projet, les gens se sentent concernés, évidemment, pour savoir un peu à quelle sauce ils sont mangés. Donc là, ici, on est dans un quartier qui est assez
je ne dis pas immobiles, mais enfin où il y a peu d'opérations de rénovation urbaine, parce que c'est central, parce que l'urbanisme est déjà achevé, etc. Donc je sais que dans ce conseil de quartier, il y a 2 ou 3 conseils de quartier qui sont centraux, où il y a beaucoup moins de monde que sur les extérieurs, par exemple. Sur les conseils de quartier des extérieurs, il y a toujours entre 60 et 80 ou 100 personnes en temps normal. Mais oui, vous avez raison, il y a un problème d'information. Est-ce que dans sa grande mansuétude, la ville de Paris ne pourrait pas éventuellement relayer sur ses affichages comme celui qui est vers Convention? Après tout, il passe bien des messages d'amour pour la Saint-Valentin, des trucs comme ça. C'est important, l'amour. C'est très important, mais qui ne servent pas forcément Plus important à que le grand-chose. conseil de quartier, excusez-moi. Donc, est-ce qu'on pourrait...